Alors, on commence aujourd'hui avec un ouvrage célèbre, L'Utopie, de Thomas More. Un petit, pour commencer. La semaine prochaine, ça sera La ferme des animaux, de George Orwell. On avait vu l'année dernière 1984. Bon, c'est vrai que 1984 a eu un tel impact qu'il a un peu éclipsé La ferme des animaux, mais c'est grâce à une suggestion que je l'ai mise au programme, parce que c'est une jolie fable philosophique, critique du régime stalinien, mais au-delà de ça, de tout régime totalitaire. La ferme des animaux. Et puis nous finirons par un roman très beau aussi de Malraux, La condition humaine, qui se passe en Chine à une époque tout à fait mouvementée entre les forces de Chiang Kai-shek et les communistes. Enfin bon, période. Donc on est toujours dans des périodes mouvementées. Ceci pour nous rassurer, si tant est qu'il faudrait vous rassurer, sur que le fait qu'aujourd'hui, nous vivons aussi une période mouvementée, mais ce n'est pas la première et ni la dernière, probablement. Alors, l'Utopie de Thomas More, il a un sous-titre. C'est l'utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement. Le traité de la meilleure forme de gouvernement. Et il a été écrit en latin et donc édité sous le nom de Utopia. Utopia en latin. Et il a été publié en 1516. 1516. Donc ça, c'est une date à bien retenir. Et il a été considéré très vite, dès sa parution, comme l'un des rêves politiques de la Renaissance. 1516, un des rêves politiques de la Renaissance. Et donc, l'île, puisqu'il s'agit d'une île, on le verra, l'île d'Utopie, par la formation même du mot ou topos, signifie la contrée qui n'est nulle part. C'est-à-dire, ou topos, c'est le lieu, ou privatif, c'est cet endroit qui n'a pas de lieu, le sans-lieu, le nulle part. Et il est vrai que dans une des éditions de 1518, donc 2 ans après la première édition, More donne à son île le nom d'Eutopie, Eutopie, qui est une autre expression d'origine grecque, signifiant ce qui est bon. Ce qui est bon, ce qui est heureux. Vous vous rappelez l'œil d'Amonie, daimonia, le bonheur. Le bon daimon. Donc ça signifie bon. Donc c'est une autre signification intéressante du mot utopie. Utopie, c'est aussi le lieu du bonheur. Et c'est en cela qu'il s'oppose à la dystopie, c'est-à-dire le lieu du malheur, ou du dysfonctionnement. Donc, c'est intéressant, puisque More, en fait, invente le concept d'utopie, qui va avoir une grande postérité après, un grand succès, mais ce mot n'existe pas avant lui, c'est lui qui vraiment invente ce concept, et qui signifie donc à la fois ce qui est nulle part et le lieu du bonheur. Donc ça, c'est intéressant, cette double origine étymologique.
parce qu'on n'en cite souvent qu'une, celle de ce qui n'est nulle part, mais l'autre est intéressante puisque ça nous donne une piste sur l'interprétation du texte, parce que vous verrez qu'il y a eu énormément d'interprétations extrêmement diverses de ce texte. Il s'agit de décrire ce que serait le bonheur de l'humanité, puisqu'il s'agit bien de cela, ce que serait le bonheur de l'humanité, même s'il n'a jamais existé nulle part. Alors, on va évidemment je vais développer tout ça. Donc, c'est l'œuvre principale de Thomas More, et elle a connu, dès sa parution, un très grand succès, puisque, pour deux raisons essentiellement. D'abord, c'est l'invention de ce concept d'utopie, et donc qui est passé dans le langage courant, qu'on utilise aujourd'hui beaucoup, pour définir ce que serait une sorte de rêve irréaliste, irréalisable, lointain, mais néanmoins inspirateur. Et l'autre raison, c'est le courage de Thomas More de dénoncer de manière très virulente les mœurs de son époque, et notamment les mœurs des puissants, que ce soit des gouvernants, les rois, leurs cours, mais aussi tous les hommes d'église qui sont très puissants à l'époque. Donc l'île d'Utopie, c'est une sorte de contre-image, c'est une image en creux, c'est une sorte de contre-image positive de ce que pourrait être l'Angleterre. Puisque More est vraiment anglais, il ne va pas quitter l'Angleterre, donc de ce que pourrait être l'Angleterre, mais aussi, on verra tout de suite, que sont concernés en fait tous les grands pays d'Europe, au premier rang desquels la France, qui fait l'objet aussi de sa critique. Mais c'est surtout à l'Angleterre qu'il va s'attaquer, et c'est donc une satire aussi extrêmement virulente contre tout ce qui a un pouvoir, soit temporel, soit religieux, dans l'Europe de son époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va composer l'utopie comme un éloge de la sagesse. Et en cela, il répond à l'œuvre de son grand ami Érasme, puisque, ça c'est un point très important, Guillaume Budet les appelait les jumeaux, Érasme et Thomas More, et Érasme avait édité en 1509, donc quelques années auparavant, son éloge de la folie, qu'on avait étudié l'année dernière. Et vous rappelez peut-être que Érasme avait dédié son éloge de la folie à More. Il l'avait même écrit chez lui, et le titre latin Encomium Moriae était aussi un jeu de mots, parce que Moriae, éloge de la folie, mais aussi de Thomas More. Et donc, dès la parution de l'éloge de la folie, Thomas More pense, donc dès 1510, à écrire le pendant, c'est-à-dire pas l'éloge de la folie, mais l'éloge de la sagesse, comme le deuxième volet d'un diptyque, si vous voulez. Et l'éloge de la sagesse, mais d'une sagesse si pleine, si belle, qu'en fait elle ne peut exister nulle part. C'est un peu ça le rêve de Thomas More, donc de faire pendant à l'œuvre de son ami. Donc l'Utopie, le livre, est très tôt traduit dans de très nombreuses langues. Il est sans cesse réédité, et donc c'est un succès mondial. Et sans l'avoir voulu, en fait, More crée aussi un genre littéraire qui va avoir un certain succès, qui est le genre littéraire utopique. Et il va y avoir dans la foulée de l'Utopie plusieurs romans ou écrits qui vont s'inspirer un petit peu de cette veine. Je citerai Rabelais
avec sa fameuse abbaye de Thélème. L'abbaye de Thélème, c'est dans Gargantua, je crois, hein, de Rabelais, où toutes les règles sont inversées. Hein, c'est-à-dire on prend les codes, les règles d'une abbaye normale, on inverse tout, hein, donc la hiérarchie est inversée, tout est inversé, et ça donne cette abbaye faite d'insouciance, de joie, de libertinage, qui plaît tant à Rabelais. L'abbaye de Thélème, hein, dans Gargantua. Il y a aussi, peut-être plus proche de nous, le fameux phalanstère de Charles Fourier. Alors le phalanstère, P-H-A-L-A-N-S-T-E-R-E, c'est, dans l'esprit de Charles Fourier, une petite cellule organique, la plus petite cellule organique viable, permettant de vivre l'anarchie, hein, une idéologie libertaire. Et donc il va employer, hein, créer là aussi ce terme de phalanstère, lié à la phalange, comme cette unité utopique, mais qui fait rêver Fourier dans sa vision plutôt libertaire. Donc, le phalanstère de Fourier. Il y a la Cité du Soleil de Campanella, aussi, qui s'inspire un petit peu de cette littérature utopienne. Cité radieuse, hein, empreinte de merveilleux. La Nouvelle Atlantide, aussi, de Francis Bacon. Donc, bon, disons, plusieurs auteurs vont s'inspirer de ce style, en fait, d'expression qui est à la fois imaginaire, mais qui a aussi des messages très précis et très satiriques, très virulents sur la société dans laquelle ces auteurs vivent. Donc ça devient une écriture fantastique, cette utopie, mue par un principe d'espérance, hein, d'espoir que peut-être un jour l'humanité arriverait à vivre cela, un bonheur possible dans une société idéale. C'est un état d'esprit de l'époque. Alors, non, sauf que enfin, c'est propre à More, hein, c'est lui qui est le pionnier de ce style, sauf que tous les humanistes de la Renaissance sentent bien qu'il faut inventer quelque chose d'autre, qu'il faut que l'humanité renaisse. Hein, donc ce principe de réinventer une nouvelle forme de vie, une nouvelle société, avec la réintégration de la politique, est quelque chose de partagé. On pense à Étienne de la Boétie, hein, avec sa servitude volontaire, Machiavel. Hein, bon. Donc, on est quand même dans un bain de réflexion, de renaissance, mais pas forcément par rapport à ce style utopique, hein, que va vraiment créer Thomas More. Alors, ce qui est intéressant, c'est que More ne va pas faire miroiter les mirages ou les chimères d'une terre d'élection qui ressemblerait au paradis perdu ou d'un âge d'or, hein, perdu. Il a une visée beaucoup plus concrète, et c'est plutôt le projet prudent d'un homme d'État, puisque c'est quelqu'un qui a des responsabilités au plus haut niveau de l'État à Londres, et qui essaie d'imaginer que pourrait être cette Angleterre revue de fond en comble par rapport à tous les éléments, hein, politiques, sociaux, économiques. Et il va aller vraiment dans le détail. Ce qu'il veut surtout, c'est réconcilier à la manière antique, c'est là où on voit que c'est vraiment un homme de renaissance, à la manière antique, il veut réconcilier l'éthique et la politique, qui avait fait quand même un certain divorce
depuis les auteurs grecs. Et surtout, il veut, comme son ami Érasme, qui est quand même aussi un grand théologien, apporter un message spirituel à l'humanité. Alors, on va voir que ce texte va faire l'objet d'interprétations extrêmement diverses et divergentes. Certains vont y voir la réécriture de la République de Platon, avec cette réflexion sur quelle cité idéale, quelle cité juste, quel type meilleur de gouvernement. D'autres vont y voir les prémices d'un système autoritaire, voire esclavagiste, puisqu'il y a des esclaves dans la société utopienne. D'autres y verront, et là c'est une interprétation assez fréquente, le modèle d'une société égalitaire et communiste, puisque, comme on le verra, il y a effectivement l'abolition de la propriété privée, il y a l'abolition de l'argent, c'est une société sans argent. Donc certains y verront le modèle d'une société égalitaire, socialiste, ou voire plutôt communiste. Et d'autres, enfin, y verront une société très spirituelle, avec une grande tolérance philosophique et religieuse. Donc c'est intéressant de voir comment un même texte est lu de manière aussi radicalement opposée, divergente, à chacun son utopie, quoi, vraiment, là, c'est... bon, faut connaître un peu c'est vrai, l'éventail, oui, extrêmement large des interprétations, et sachant que probablement tout ont quelque chose de fondé, évidemment. Mais vous verrez, vous voyez, les exégèses ou les interprétations qui ont été faites de l'œuvre, chacun est évidemment convaincu que son interprétation est la bonne, et au moins la meilleure. Alors, sur le christianisme aussi, certains y verront la cité augustinienne, la cité de Dieu de Saint-Augustin, opposée à la cité dystopique, qui est la cité terrestre. Il faut l'employer, le mot, maintenant qu'on l'a, le gros mot qu'on a lancé. Alors, le livre est constitué de 2 parties. Le livre premier, le livre second. Et le livre premier, il a en fait été écrit après. Bon, c'est une petite détail anecdotique, mais qui n'est pas trop. Donc, dans le livre premier, Thomas More se présente comme un fonctionnaire vivant à Londres, et il écrit une lettre, il y a une préface, à son ami qui est un éditeur, Pierre Gilles, puisqu'il souhaite que Pierre Gilles édite l'ouvrage qu'il vient d'écrire. Vous savez, à cette époque, c'est toujours une recherche assez complexe de trouver un éditeur. Oui, parce que l'éditeur, il risquait parfois sa vie aussi, pas simplement l'auteur, mais l'éditeur. C'est une période quand même assez troublée. Donc ça c'est la préface, et ensuite le premier livre donc relate une conversation avec un homme qui va être très important, dont je vous ai marqué le nom sur le tableau. Il s'agit de Raphaël Itlodé, qu'il a rencontré lors d'un voyage diplomatique à Anvers. Raphaël, on va l'appeler comme ça, Raphaël, c'est un grand voyageur, il est portugais, et il a traversé bien des pays, bien des océans, notamment aux côtés d'Amerigo Vespucci, donc le grand explorateur italien. Et donc c'est vers le Nouveau Monde, donc c'est vers le Grand Ouest, le Grand Occident, et ces territoires qu'Itlodé, que Raphaël va un jour découvrir l'île d'Utopie. Et il va narrer ce qui est pour lui sont des merveilles qu'il va trouver sur cette île. Il va y vivre plus de 5 ans et donc partager la vie des utopiens.
Alors le nom Hythlodé, c'est un nom inventé, bien sûr, c'est celui qui craint les conversations futiles. Hein, donc c'est quelqu'un de sérieux, et c'est une sorte de marin philosophe, hein, ou de philosophe marin voyageur. Il va y avoir donc une sorte de dialogue, hein, un peu à la manière platonicienne, entre More et ce Raphaël. Donc, c'est une occasion, dans ce livre premier, qui est une sorte d'introduction, c'est une occasion pour More de dénoncer un certain nombre d'injustices politiques et sociales qui le révoltent. Des injustices politiques et sociales, le rôle qu'il considère dévastateur des mercenaires dans les armées, et là-dessus la France en prend aussi un peu pour son grade. Mais dans les armées d'Angleterre aussi, il y avait beaucoup de mercenaires. La cruauté des peines infligées par les tribunaux, par exemple le fait qu'un simple voleur à la tire va être puni de mort, alors que l'Angleterre connaît une période de misère, mais vraiment extrême, avec les débuts de l'industrialisation. Donc il y a une énorme misère, et Thomas More, en bon chrétien hein, qu'il est absolument ulcéré de voir que pour un simple vol, pour un morceau de pain, on va faire mourir hein, le jeune. Et à côté de cela, il va dénoncer évidemment la corruption des rois et des courtisans. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes problèmes que l'humanité connaît. Ça va, ça vient, hein, avec des formes différentes. Mais bon, hein, on est suffisamment aujourd'hui sous cette perspective, hein, qu'on nous raconte à longueur d'émission, hein, cette coupure et fracture sociétale. Bon. Mais là, c'est vraiment, en cette période de trouble pour l'Europe, c'est vraiment très fort. Et donc, voilà, c'est déjà toute une introduction pour mettre le lecteur dans le bain, puisqu'il va s'adresser quand même à des lecteurs lettrés. Il l'écrit en latin. Donc, c'est sûr qu'il compte sur ses lettrés pour faire une sorte d'électrochoc, hein, de prise de conscience, et qu'ensuite, ça puisse bénéficier à toute la société. Et donc, à la fin du livre premier, More demande à Raphaël de lui en dire un peu plus sur cette île d'utopie. Et donc, c'est le livre second, où là, on a une description, qui est un petit peu plus longue, une description extrêmement détaillée de l'île d'utopie. Et où il va raconter, donc là, c'est un monologue, c'est Raphaël Hythlodé qui raconte, qui décrit l'île d'utopie avec sa constitution géographique, ses lois, son système de gouvernance, enfin tout y passe, la philosophie des utopiens, leur religion, leur mode de vie. Et en fait, donc, on dit qu'il a écrit ce livre second, d'abord, et ensuite, sous les instances d'Érasme, qui lui dit, bon, mais si tu veux être publié, il faut que tu écrives quand même une sorte d'introduction. Et donc, il a écrit le livre premier, où là, il s'est vraiment lâché sur le côté satirique, virulence, hein, où il a vraiment bien situé le sujet. Alors, rapidement, quelques mots sur ce fameux Thomas More. Il est né en 1478, 1478, mort en 1535. Hein, donc on est 15e, 16e siècle. Et on réduit souvent sa vie à deux grands événements. 1516, donc la publication de l'Utopie, hein, qui est son œuvre, c'est pas sa seule œuvre, mais c'est son œuvre majeure. Et 1535, sa mort héroïque sur l'échafaud,
puisqu'il a été condamné à mort par le roi Henri VIII. Donc oui, il a fait mourir beaucoup de monde, 2 de ses épouses déjà, sur les 8 qu'il a eues, c'est pas mal. Bon, un personnage un peu particulier, c'est Henri VIII, mais en fait, mort décrit aussi et attaque Henri VII, hein, qui lui a précédé, et le fameux Richard III, Plantagenet, qui était encore avant. Donc c'est vraiment pas simplement la personne d'Henri VIII, mais tout le système monarchique anglais. Alors, mort, il est fils d'avocat londonien et il va gravir toutes les marches du service royal, hein, comme conseiller, puis secrétaire du roi. Il sera vice-shérif de Londres, qui est un poste très très important, et il va terminer chancelier du roi. Donc, dans les vraiment hautes sphères, hein, du pouvoir, puisque tout se passe à Londres, hein, chancelier du roi, et il va démissionner en 1532 pour désaccord avec le roi, puisque il y a plusieurs raisons, mais entre autres, Henri VIII lui demande d'affirmer que son mariage avec Catherine d'Aragon n'avait jamais été valide, puisqu'il voulait se remarier, et donc il veut qu'un certain nombre de dignitaires l'aident auprès de la papauté pour reconnaître ce mariage invalide et pouvoir se remarier. Et mort, proche de la papauté, refuse. Et donc, ce qui explique que 3 ans plus tard, il sera accusé de complot et il est décapité comme traître à la monarchie. Et il est donc tué le 6 juillet 1535 et pour son 400e anniversaire de sa mort, donc en 1935, il sera canonisé. Donc c'est Saint Thomas mort, hein, donc on a 2 Saint Thomas, Saint Thomas mort, il sera canonisé par Pie XI en mai 1935. Alors, il est devenu, donc vous voyez, c'est un personnage très, très important, très influent, et qui va devenir, ou qui même de son vivant, hein, qui devient une référence en matière de morale, hein, c'est-à-dire, c'est un peu un Sénèque anglais, enfin, dans un tout autre contexte, hein, évidemment, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs et qui accepte de mourir, hein, c'est vrai, de ne pas être courtisan, hein, puisqu'il en voit suffisamment. Donc une référence en matière de morale et de politique. Donc, qui montre qu'on peut être homme politique au plus haut niveau et être quand même éthique, enfin, disons, intègre, hein, défendre un certain nombre de valeurs jusqu'au bout. Et donc, il va y avoir quelques images récurrentes, hein, qui vont circuler autour de la personnalité de mort. Un père de famille aimant, il va avoir pas mal d'enfants, dont des filles qu'il va éduquer. Et ça, à l'époque, c'est rare. Donc, on va le saluer aussi pour être un promoteur de l'éducation des femmes. Un homme d'État intègre, un humaniste. On disait d'Erasme, le prince des humanistes de la Renaissance. Mort et son jumeau. Hein, donc aussi grand humaniste de la Renaissance. Et aussi, bien sûr, le martyr. Hein, victime de l'hubris politique, enfin victime de la démesure politique qui s'exerce à ce moment-là dans la monarchie anglaise. Il était d'une extrême érudition, comme Erasme, hein, mais il se veut toujours un esprit libre, inféodé à aucune philosophie. Hein, ça c'est, là on voit bien l'homme de la Renaissance, comme la plupart des humanistes de son temps. Il souhaite une sorte de renaissance, de synthèse œcuménique
qui conjugue beaucoup d'influences. Les influences venues de l'Antiquité, bien sûr. Et là, bien entendu, on va avoir des résurgences, des réminiscences de Platon, hein, dans le côté dialogué, mais aussi la République, hein, de Platon, mais aussi et surtout peut-être Aristote, hein, avec son ouvrage Le Politique, mais aussi la Bible, c'est-à-dire la révélation évangélique, et puis tout ce qui est littérature des pères de l'Église, hein, la patristique, on dit, et notamment la Cité de Dieu de saint Augustin, qui va beaucoup l'influencer probablement, mais aussi toutes les philosophies antiques, du stoïcisme, de l'épicurisme. Vous verrez, on verra tout à l'heure que les utopiens sont épicuriens, mais aussi stoïciens. Enfin, hein, il y a aussi une... Bon, vous savez que c'est assez proche, les deux mouvements, mais bon, aussi diffèrent quand même au point de vue métaphysique, mais il y a une sorte de synthèse de tout cela. Et puis, il admire beaucoup Marsile Ficin, Pic de la Mirandole. Il a une admiration, évidemment, sans borne, hein, pour cette érudition universelle de Pic, et son amour aussi de nouvelles disciplines comme la Kabbale, puisque Pic de la Mirandole avait appris l'hébreu, hein, pour connaître un peu plus la Kabbale. Et donc, vous voyez, c'est ce foisonnement de la Renaissance. Et je crois qu'on ne peut comprendre le succès de l'utopie qu'en le remettant dans ce contexte de la Renaissance. Puisqu'aujourd'hui, à la limite, quand on le lit, on peut dire, bon, c'est bien, mais... Aujourd'hui, évidemment, ce type d'ouvrage ne provoquerait pas ce succès et cette influence énorme qu'il a. Hein. Donc, on est dans un contexte de renaissance, on s'est senti étouffé par la scolastique médiévale, par le poids de l'Église, par la théologie, et donc on a envie de respirer, et c'est pour ça qu'il y a cet emprunt aux philosophies antiques. Et surtout, on voit aussi toutes les misères que commence à provoquer le capitalisme naissant avec l'exacerbation de l'individualisme. Vous savez que l'Angleterre est quand même la pionnière, hein, dans la révolution industrielle. Et donc, c'est les premiers exodes ruraux, les paysans qui sont chassés de leurs terres, qui vont en ville, et là on a une misère, mais peut-être encore plus importante que celle qu'a connue la France, hein, misère dans les campagnes, où les paysans les plus chanceux trouvent à se placer comme domestiques, hein, où ils sont traités vraiment, pas comme des êtres humains. Donc, il y a vraiment cette idée que l'humanité a oublié ce qu'elle est dans sa nature profonde, dans sa grandeur, dans sa dignité, et il faut la lui redonner. Donc, il y a vraiment un côté aussi messianique dans le fait que ce livre va pouvoir peut-être aider à la rédemption de l'humanité, qui est tombée tellement bas. C'est-à-dire que là, les responsabilités, elles sont partagées. C'est les puissants, bien sûr, mais c'est aussi les peuples qui acceptent d'être traités comme ils ne devraient pas accepter. Hein, donc, une sorte de soumission, ce que la Boétie a parfaitement écrit, hein, avec la servitude volontaire. Donc, les puissants, évidemment, en profitent parce qu'il y a en face, disons, des masses ou des peuples, les masses laborieuses, soumises. Donc, l'époque, elle est évidemment extrêmement troublée, hein, c'est le début du XVIe siècle, donc il y a les guerres de religion, avec toutes les intrigues, problèmes de liens, de relations avec la papauté. Toutes les questions religieuses sont largement débattues. Alors elles vont amener soit à l'Inquisition, soit à la Réforme, puis à la Contre-Réforme. Donc c'est un moment extrêmement agité. Paradoxal aussi, parce que c'est l'époque des grandes découvertes, hein, donc où l'horizon aussi s'élargit
avec les nouvelles terres découvertes, et aussi ce grand élan intellectuel humaniste, hein, on dit de la Renaissance italienne, qui va ensuite se propager dans toute l'Europe. Donc une période extrêmement instable, difficile, et où le meilleur côtoie le pire. Alors, venons-en maintenant à cette description, hein, donc surtout le livre second. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de la description d'une société figée, enfin, d'une société qui serait archétypale ou totalement parfaite ou achevée, immuable, hein, dans sa perfection. C'est pas ça, c'est pas non plus l'expression d'un âge d'or, puisque cette société, elle a une histoire. Alors c'est ça qui est aussi un petit peu paradoxal dans l'utopie, c'est que, bien sûr, c'est une société un peu idéale, hein, qu'il décrit, mais c'est une société aussi qui a une histoire, donc on n'est pas simplement dans le mythe, hein, ou l'archétype. Elle a une histoire, puisqu'il y a des annales, des cités de l'île, qui sont tenues depuis 1760 ans. Donc presque 2000 ans d'histoire, hein, avec des annales historiques qui sont tenues, donc on peut remonter, hein, dans le temps. Et donc si elle a une histoire, si elle a un passé, elle a aussi un avenir, un futur. Vous voyez, c'est à la fois un historique, puisqu'il y a quand même une réflexion méta-politique, hein, un historique, et en même temps, ce qui est paradoxal, on est dans l'histoire. Ces cités de l'île d'Utopie ont un passé sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais il y a des gens qui tiennent les annales, et donc elle va être amenée à évoluer, cette société. Hein, elle n'est pas figée dans le temps. Hein, j'ai choisi quelques petits passages. Ça, c'est la fin du livre premier, et c'est Raphaël qui dit « En effet, au dire de leurs annales, ils n'avaient avant notre débarquement aucune notion de nous, qu'ils nomment les ultra-équinoxiaux, si ce n'est qu'il y a 1200 ans, un bateau repoussé par la tempête fit naufrage près de l'île d'Utopie. Quelques Romains, quelques Égyptiens furent jetés sur le rivage, ils restèrent dans le pays. » Donc là, il y a une vague évocation de l'Atlantide, oui, de ce continent englouti, hein, les dates correspondent à peu près à l'engloutissement d'un dernier morceau, hein, de l'Atlantide, l'île de Poséidonis, hein, d'après Platon, et avec des survivants. Des survivants, donc quelques Romains, quelques Égyptiens qui vont rester dans le pays. Et on peut penser qu'ils vont donc participer, hein, de la vie de cette île. Alors, après, il y a le début, c'est intéressant, du livre second. Comment commence la description? L'île d'Utopie. En sa partie moyenne, et c'est là qu'elle est le plus large, s'étend sur 200 000, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour finir en pointe aux deux bouts. Ceux-ci, qui ont l'air tracés au compas, sur une longueur de 500 000, donnent à toute l'île l'aspect d'un croissant de lune. Donc là, on voit que cette géographie, déjà, nous donne quelques repères. C'est mathématique, hein, c'est pas laissé au hasard, c'est tiré au cordeau, c'est symétrique. Il y a tout ce côté arithmétique, rationnel. Et un croissant de lune. Ça, c'est intéressant comme symbolique.
On est donc bien dans une sorte de renaissance, hein, après l'absence de lune, l'absence de lumière. Cette île d'utopie, c'est comme un croissant qui va pouvoir peut-être refaire partir l'humanité sur de bonnes bases. Alors, là il y a la description d'un bassin, et puis, alors, les gens du pays sont seuls à connaître les passes pour arriver sur l'île, si bien qu'un étranger pourrait difficilement pénétrer dans le port, à moins qu'un homme du pays ne lui serve de pilote. Et on verra un peu plus tard que, en fait, ça n'a pas toujours été une île, mais c'est le roi qui va prendre possession de cette île à un moment donné, qui va en faire une île. C'est important, la symbolique de l'île, c'est l'Angleterre. On dit toujours le tempérament iliaque du grand breton. Cette île d'utopie ne peut être qu'une île, c'est-à-dire un endroit vraiment bien circonscrit auquel il est difficile d'arriver. Ça ne veut pas dire que les utopiens vont vivre entre eux, il va y avoir des échanges avec d'autres contrées, mais quand même, c'est difficile d'y arriver. Eux-mêmes, les utopiens, ne s'y risquent guère, sinon à l'aide de signaux qui, de la côte, leur indiquent le bon chemin. Sur le rivage opposé se trouvent des criques assez fréquentées, mais partout, un débarquement a été rendu si difficile, soit par la nature, soit par l'art, qu'une poignée de défenseurs suffirait à tenir en respect des envahisseurs très nombreux. Donc, ça c'est important, cette île d'utopie, elle est protégée par la nature, par une sorte d'enceinte construite. Et là, vous verrez que toutes les cités utopiennes qui vont venir après sont dessinées de cette manière. Pas forcément des îles, mais bien entourées d'enceintes. D'enceintes infranchissables, enfin, de grandes, ou de 2, 3, jusqu'à 7 enceintes. Dans l'ouvrage de Campanella, on parle de 7 enceintes concentriques pour vraiment bien protéger. C'est ça aussi qui va faire dire à certains critiques que c'est un univers pas concentrationnaire, mais disons pas loin, enfin, disons dont on ne peut pas sortir, auquel on ne peut pas arriver. Mais il y a une raison à cela. Alors, d'après des traditions, donc c'est quand même un pays de tradition, confirmé par l'aspect du pays, la région autrefois n'était pas entourée par la mer avant d'être conquise par Utopus. Utopus qui devint son roi et dont elle prit le nom. Donc, voilà, quelqu'un qui arrive d'on ne sait où, Utopus, qui devient le roi de l'île et dont elle prit le nom. Elle s'appelait auparavant Abraxa. Alors, donc cette île change de nom, et Abraxa, là aussi c'est pas le hasard, Abraxa, c'est l'île des fous dans l'éloge de la folie d'Erasme. Donc vous voyez, on passe de la folie à la sagesse, quelque part, grâce à Utopus. Et c'est aussi probablement la résurgence d'un terme gnostique, abraxas, qui était une sorte de démiurge créateur à tête de coq, abraxas, qui signalait l'aube, l'aube d'une nouvelle humanité. Donc il y a aussi probablement cette résonance-là dans Abraxa. C'est Utopus qui amena une foule ignorante et rustique à un sommet de culture et de civilisation qu'aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuellement. Voilà. Donc là, on passe de la folie, de l'ignorance à la sagesse, et donc cette contrée devient une île.
Après les avoir vaincus à la première rencontre, Utopus décida de couper un isthme de 15 milles qui rattachait la terre au continent et fit en sorte que la mer l'entoura de tous côtés. Il mit les habitants à la besogne, il leur adjoignit des soldats pour éviter qu'ils ne considèrent ce travail comme une corvée humiliante. Réparti entre un si grand nombre d'ouvriers, l'ouvrage fut accompli en un temps incroyablement court, si bien que les voisins qui avaient commencé par en railler la témérité furent frappés d'admiration et aussi d'effroi à la vue du résultat. Donc ce roi Utopus, voilà, c'est une sorte de héros civilisateur qui fait construire ces enceintes, cette île, et qui va permettre à cette société d'atteindre un sommet de culture et de civilisation qu'aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuellement. Bon, là c'est sûr qu'à part le côté symbolique de l'île, More parle de l'Angleterre, bien entendu. Alors, l'île a 54 villes. Donc là aussi, c'est très mathématique. Et là, on dit que Platon, dans les Lois, donc dans son dernier ouvrage politique, resté inachevé, pas la République, mais les Lois, avait donné l'exemple de ces nombres bénéfiques, généralement des multiples de 9. Alors, c'est là où on voit que cette île a aussi un idéal spirituel. 54 villes, donc 9 fois 6. Donc il y a ce fameux nombre 9, qui est le 3 fois 3, qui est quand même l'expression majeure du nombre du ciel, le 3. Donc 54 villes, grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, les institutions et les lois. Ça me rappelle aussi ce grand rêve d'Alexandre, qui a bâti près d'une centaine de villes qui s'appelaient toutes Alexandrie. Simplement, elles ont toutes disparu, sauf celle d'Égypte. Mais ce rêve d'Alexandrie qui était à peu près construite sur le même modèle aussi, un modèle très précis, très mathématique, très géométrique. Puisque, et là aussi, à Alexandrie, il y avait une sorte d'isthme avec le phare qui était sur l'île de Pharos. Enfin, donc, il y a quelque chose... et donc, bien sûr, Alexandre ne s'est pas inspiré de More, mais de Platon, oui. Probablement. Enfin, de son maître Aristote. Mais les deux sont assez proches de ce point de vue. Donc, l'île a 54 villes, donc toutes sur le même plan, le même aspect, dans la mesure où le site le permet. La distance de l'une à l'autre est au minimum de 24 milles. Elle n'est jamais si grande qu'elle ne puisse être franchie en une journée de marche. Donc, c'est ça le critère. C'était comme pour nous, les départements, pouvoir se rendre à la préfecture en temps de temps maximum. Chaque ville envoie chaque année en Amorote, alors ça c'est le nom de la capitale, 3 vieillards ayant l'expérience des affaires afin de mettre les intérêts de l'île en délibération. Située comme à l'ombilic de l'île, d'un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale. Donc là, il y a vraiment des choses intéressantes. La capitale, elle est au cœur, nombril, enfin, c'est géométrique, mais aussi symbolique de l'île. Et il y a ces vieillards qui viennent aider à la gouvernance. Ces vieillards qui sont de sages, qui ont l'expérience des affaires. Voilà, ça c'est le tout début de la description de l'île d'Utopie. Donc, pour montrer que cette île a une histoire et ce passage de la folie, de l'ignorance à la sagesse et à la civilisation. Alors ensuite, Raphaël continue et il nous explique que la base de l'organisation des utopiens, c'est la stricte égalité entre les êtres.
Là, ça me rappelle quelque chose qu'on verra avec Orwell, La ferme des animaux, où là aussi, on dit, au départ en tout cas, tous les êtres sont égaux, et puis à la fin, certains plus que d'autres, voilà, ça se rajoute parce que ce rêve d'égalité stricte entre les êtres, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Là, on anticipe un peu. C'est pas mort qui le dit, ça. Donc, stricte égalité entre les êtres. Pour assurer cette égalité, il n'existe ni propriété individuelle, ni argent. Et là, bon, on voit bien la critique de More par rapport à la propriété individuelle, à l'individualisme que ça exacerbe, et l'argent qui fait faire aux hommes toutes les folies et qui exacerbe l'avidité, la cupidité, etc. Donc, c'est là un point central sur lequel le débat s'engage, parce qu'il y a une sorte quand même un peu de dialogue entre Raphaël Claudet et puis Thomas More, et Thomas More semble d'abord sceptique vis-à-vis de cette idée. Il y a toujours ce style littéraire qui fait que l'auteur prend un peu ses distances aussi par rapport à ce qu'il est en train d'écrire. Lui, il y croit à cela, au fait que si on supprimait la propriété privée, si on supprimait l'argent, on résoudrait un certain nombre de maux de la société. Mais il veut quand même faire croire que ça se discute. On peut ne pas être d'accord, et à la fin de l'ouvrage, il dira il y a quand même pas mal de propos de Raphaël qui m'ont choqué, avec lesquels je trouvais que c'était un peu absurde, disons. On prend ses distances, mais en fait, personne n'est dupe, et on sent bien que c'est ce qu'il veut défendre. Chaque utopien se voit prêter une maison pour 10 ans. Alors, si vous voulez vraiment le lire, il y a plein d'idées. Là, je pense qu'on pourrait donner plein d'idées. On dit qu'on manque d'idées en ce moment. Bon, là, il y en a plein. Il faudrait le faire lire. Chacun, il verra évidemment midi à sa porte, mais bon. Donc, on se voit prêter une maison pour 10 ans. Tous sont agriculteurs pendant 2 ans, ou plus s'ils le souhaitent, et travaillent. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Vous ne devinerez jamais combien d'heures ils travaillent par jour. 6 heures. Oh ouais. 3 le matin, 3 l'après-midi. Oh ouais, il connaît tout, il connaît tout. 6 heures. 6 heures, ouais, ça c'est sympa. Alors, ça pourrait inspirer nos politiques. 6 heures par jour. Il n'y a aucun oisif, c'est-à-dire il n'y a pas de noble. Bon, voilà. Tous ont les mêmes vêtements. C'est-à-dire, là, c'est très, on va dire, pas austère, mais c'est très frugal, autant dans l'alimentation que dans les vêtements. Donc, ils ont les mêmes vêtements, comme ça, il n'y a pas de jalousie. Ils prennent leur repas en commun, et le temps libre, parce qu'il y en a quand même pas mal, est consacré à des loisirs comme les échecs ou l'apprentissage des belles lettres. Il y a des cours gratuits pour les adultes, la culture devant être accessible à tous. Alors là, je vais vous lire le passage, parce que voilà, là, donc, c'est merveille, où on se dit, mon Dieu, quel univers pénitentiaire. Parce que vous avez vraiment les deux possibilités. Alors, sur cette organisation des journées, il y a des choses très, très intéressantes. Le jour solaire y est divisé en 24 heures d'égale durée, dont 6 sont consacrées au travail. 3 avant le repas de midi, suivi de 2 heures de repos. C'est pas mal. Puis de 3 heures de travail terminées par le repas du soir. À la 8e heure, qu'ils comptent à partir de midi, ils vont se coucher et s'accordent 8 heures, et accordent 8 heures au sommeil. Vous voyez, ils dorment 8 heures. Beaucoup. En fait, c'est c'est une organisation de la journée dont, More s'est inspiré probablement du rythme des monastères, des couvents. Oui, c'est un peu monacal.
C'est-à-dire qu'on travaille, pour lui c'est le travail de la terre, hein, le travail manuel, le travail de la terre. C'est pour ça que là on le voit très prudent sur l'industrialisation naissante, hein, et l'exode rural. Pour lui, le travail de la terre est ce qui permet de produire les biens dont la société a besoin. Et donc on se couche tôt et on dort 8 heures, ce qui est quand même... Chacun est libre d'occuper à sa guise les heures comprises entre le travail, le sommeil et les repas. Non pour les gâcher dans les excès et la paresse, mais afin que tous, libérés de leur métier, puissent s'adonner à quelque bonne occupation de leur choix. La plupart consacrent ces heures de loisir à l'étude. Donc, culture, l'étude. Chaque jour, en effet, des leçons accessibles à tous ont lieu avant le début du jour, obligatoires pour ceux-là seulement qui ont été personnellement destinés aux lettres. On voit qu'il y a des gens qui sont égaux, mais voilà, qui ont des dons peut-être que les autres n'ont pas. Et donc, là, pour eux, ces cours sont obligatoires. Pour les autres, c'est optionnel. Mais venus de toutes les professions, hommes et femmes y affluent librement. Alors là, on dit que c'est aussi inspiré de la République de Platon, où Platon insistait sur le fait que les femmes avaient le droit à la même éducation que les hommes, qu'il n'y avait pas de différence, hein, dans un pays où on n'éduque pas les filles, hein, à l'époque. Donc, chacun choisissant la branche d'enseignement qui convient le mieux à sa forme d'esprit. Si quelqu'un préfère consacrer ses heures libres de surcroît à son métier, comme c'est le cas pour beaucoup d'hommes qui ne sont tentés par aucune science, par aucune spéculation, on ne l'en détourne pas, bien au contraire, on le félicite de son zèle à servir l'État. Donc là, il y a un choix même d'étudier, de se cultiver ou de continuer son métier et de faire des heures supplémentaires dont il sera remercié. Après le repas du soir, on passe 1 heure à jouer. L'été dans les jardins, l'hiver dans les salles communes qui servent aussi de réfectoire. On y fait de la musique. On se distrait en causant. Les utopiens ignorent complètement les dés et tous les jeux de ce genre absurdes et dangereux. Là, il y a une condamnation, comme Erasme l'avait fait, de tous les jeux de hasard, les jeux d'argent. Ça, c'est condamné, interdit. Mais ils pratiquent 2 divertissements qui ne sont pas sans ressemblance avec les échecs. L'une est une bataille de nombres, où la somme la plus élevée est victorieuse. Et ils avaient déjà un peu leur sudoku. Non, mais toujours... L'une est une bataille de nombres. Donc, vous voyez, tout ce qui est mathématiques, arithmétique, tout ça est vraiment encouragé. Bataille de nombres. Dans l'autre, les vices et les vertus s'affrontent en ordre de bataille. Ce jeu montre fort habilement comment les vices se font la guerre les uns aux autres, tandis que la concorde règne entre les vertus. Donc, c'est quoi le jeu? C'est l'apprentissage des mathématiques et de l'éthique, en exacerbant, en encourageant à la vertu plutôt qu'au vice. Quelles forces peuvent les attaquer de front? Par quelle ruse on peut les prendre de biais? Sous quelle protection les vertus brisent l'assaut des vices? Par quels arts elles déjouent leurs efforts? Comment, enfin, un des 2 partis établit sa victoire? Voilà. Donc, c'est du divertissement encadré, on va dire. Hein? Voilà. Mais tout ça est nuancé, et quand même assez subtil. Donc, pourquoi on interdit les jeux de dés, les jeux de hasard, les jeux d'argent? Pour éviter l'avidité, la cupidité. Il n'y a pas de luxe. C'est une société pas austère, mais simple. Hein? Oui, c'est très épicurien. C'est très épicurien dans le sens réel.
peux revenir sur la durée du travail de 6 heures. Il explique pourquoi. Et c'est très intéressant. Oui. Il explique que 6 heures de travail, ça suffit. Ça suffit. Parce que toute la population travaille, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de rentiers qui servent de travailler. Tout le monde travaille. Ça lui plaît, l'utopie. Absolument. Il détruit la notion de désir. Oui. Il la ramène à la notion de besoin. Oui. Tout le monde a un vêtement simple. Simple, oui, oui, il n'y a pas de fioriture. Il dit que si on produit beaucoup moins de produits dont on a absolument que faire, 6 heures, ça suffit. Oui. C'est extrêmement intéressant, c'est l'opposé, l'antithèse de ce qu'on vit. Oui, oui. Alors, oui, tout à fait. Bon, j'allais y venir, mais c'est pas non plus l'autarcie, dans le sens où il y a quand même des échanges avec d'autres lieux, hein, d'autres contrées. Bon, ça reste un petit peu... c'est pas trop... Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y a cette idée que 6 heures, si effectivement il n'y a pas de nobles, il n'y a pas de gens qui font rien, il n'y a pas d'hommes d'église non plus qui font rien, ça suffit largement pour produire ce dont les gens ont besoin, avec un standing de vie, disons, simple. Voilà. Vêtements sans fioriture, hyper simple. C'est vrai qu'on pourrait relier ça à la sobriété heureuse, à la décroissance, etc. Alors, donc, la chasse est interdite. La chasse est interdite, sauf pour les bouchers. Hein, là, c'est vraiment par nécessité. Donc, il n'y a pas cet amusement, hein, donc on trouve d'autres sources de divertissement que la chasse. Bon là, évidemment, qui est visé? Évidemment, la chasse à courre, les nobles, les rois, enfin tous les excès aussi, hein, de toutes les... S'il n'y a pas d'argent, c'est quoi? C'est le troc? Oui, c'est une sorte de troc. Oui, oui. Comment on travaille, on a droit à un logement. C'est ça, là, on a droit à une maison, on a droit à des biens, donc il n'y a pas besoin de monnaie. Alors, on finira là-dessus, on va faire la pause. Il y a un petit passage très intéressant sur l'or et l'argent. Sur l'or et l'argent, qui sont évidemment des matériaux qui sont considérés comme vils. Et donc, pour être vraiment sûr de cela, on utilise l'or, par exemple, pour les pots de chambre. C'est-à-dire, tout est inversé. Là, on voit le côté subversif, hein, de l'utopien. Les valeurs sont inversées. Donc, ces matériaux nobles sont utilisés vraiment pour les éléments les plus basiques. Hein, donc il y a l'exemple du pot de chambre. Et il y a un petit passage vraiment rigolo, parce que c'est pas très rigolo, hein, c'est assez grave quand même, c'est austère, hein, ce bouquin. Mais il y a un petit passage rigolo où il y a un jour une délégation de hauts personnages venus d'ailleurs, hein, qui arrivent, alors voilà, avec des grandes toilettes, avec des chaînes en or, l'argent, voilà, plein de bijoux. Et évidemment, ces gens arrivent à l'île d'Utopie et ils pensent être accueillis. Voilà. Et en fait, pas du tout, puisque l'or, je disais, hein, c'était pour les pots de chambre, mais aussi pour l'anneau des esclaves. C'est-à-dire, il y avait quelques gens qui avaient commis certains délits graves, et donc ils étaient un peu considérés comme des esclaves, et le moyen de les reconnaître, c'était qu'ils avaient un anneau d'or à l'oreille. Et donc lorsque ces gens arrivent, les utopiens les prennent pour vraiment des moins que rien, quoi, des esclaves. Ils leur crachent pas la figure parce qu'ils sont bien élevés, mais vraiment, les autres sont complètement, évidemment, étonnés de voir qu'on les accueille dans la plus parfaite indifférence, au mieux dans la plus parfaite indifférence, ou sinon qu'il y a même des colibets à leur égard. Bon, là, c'est pour montrer la puissance aussi du renversement. C'est ce que Voltaire aussi va utiliser dans Candide, c'est-à-dire de montrer vraiment la relativité de nos valeurs, de nos croyances, de nos mœurs. Et que ce à quoi on attache le plus d'importance, bon, ça peut être aussi considéré comme tout à fait vil, quoi. Enfin. Le concept de base, c'est que les bons, quand même, quelque part.
Oui, parce que Dieu l'a créé bon. Dieu l'a créé bon, et simplement, c'est pas forcément que la notion de péché, c'est plus vaste que ça. L'homme a laissé grandir les vices au détriment des vertus, et il a été encouragé par les puissants. Non, non, c'est pas du Rousseau, parce que c'est pas du tout la vie selon la nature, même s'il y a un côté stoïcien dans leur philosophie. Ils vivent pas à l'état de nature, puisqu'ils ont des lois, pas très très nombreuses, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de lois, donc il n'y a pas beaucoup d'avocats non plus. Bon, il semble que pour More, ce soit plutôt bien qu'il n'y ait pas trop d'avocats, parce qu'il n'y a pas trop de délits. Mais c'est très légiféré, hein. Il y a des règles, il y a des lois, c'est très codifié, très très codifié, avec les loisirs et tout ça, donc c'est pas l'état de nature. Ça viendra après. Cette idée que l'homme est bon en nature et que si on le laisse vivre à l'état de nature, ça sera parfait. Non, c'est pas, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Bon, ça va ? Très bien. Bon, alors on va faire la petite pause. Au niveau philosophique, là aussi, c'est un subtil mélange de stoïcisme et d'épicurisme. Donc, les utopiens conçoivent le bonheur avant tout comme le plaisir, l'absence de trouble, hein, donc en ce sens, ils sont très épicuriens, mais ils sont aussi très attachés à l'idée de nature, de vivre selon la nature. Et là, beaucoup plus que dans le sens de Rousseau, hein, c'est dans le sens des stoïciens, hein, de vivre selon les grandes lois de la nature. Hein. Alors, c'est vrai que dans les interprétations, souvent on met en avant simplement le côté épicurien, mais je trouve que c'est vraiment les deux, épicurisme et stoïcisme. Vous allez juger. De tous les philosophes dont les noms sont célèbres dans notre partie du monde, aucun bruit avant notre arrivée n'était parvenu jusqu'à eux. Et cependant, en ce qui concerne la musique et la dialectique, la science des nombres et des mesures, ils ont fait à peu près les mêmes découvertes que nos ancêtres. Ah, là, c'est vraiment très très direct. Musique, dialectique, science des nombres et des mesures. À qui ça fait penser ? Évidemment, à Platon. Alors, ils sont très instruits en revanche du cours des astres et du mouvement des corps célestes. Ils ont ingénieusement inventé plusieurs types d'instruments pour déterminer avec exactitude les déplacements et positions du Soleil, de la Lune et des autres astres que l'on voit sur leur horizon. Alors, dans le domaine de la philosophie, qui traite des mœurs, ils discutent, tout comme nous, des biens de l'âme, des biens du corps, des biens extérieurs, se demandant si l'on peut tous les désigner comme des biens ou si ce nom revient seulement au don de l'esprit. Donc, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, hein, c'est pas des esprits totalement formels. Ils se posent des questions philosophiques sur les biens de l'âme, les biens du corps, etc. Ils dissertent sur la vertu et le plaisir. Mais leur principal thème de controverse est la question de savoir en quelle chose réside le bonheur humain, si elle est une ou multiple. Sur ce sujet, il me paraît s'accorder un peu trop à la secte qui se fait l'avocate du plaisir et qui voit en lui, sinon la totalité du bonheur, du moins son élément essentiel. Donc là, ce qui est visé, c'est les épicuriens. Hein,
qui se font l'avocat du plaisir. Bon, on sait que c'est pas tout à fait ça. Effectivement, ils ont étudié les différents plaisirs, vous vous rappelez, les naturels, les nécessaires, etc. Donc ça donne finalement une philosophie assez austère et assez ascétique, mais c'est souvent compris à l'envers. Et ce qui est plus étonnant encore, c'est de la religion, chose sérieuse cependant, austère, stricte, rigide, qu'il tire les arguments pour une doctrine si relâchée. Jamais, en effet, il ne discute au sujet du bonheur sans confronter les principes dictés par la religion avec la sagesse résultant de la raison, estimant celle-ci incapable de découvrir le vrai bonheur sans le secours de l'autre. Donc là, il y a un diptyque, pour More, religion et philosophie, mais une philosophie basée sur la raison. C'est là où on voit quand même le côté stoïcien. Pour lui, on ne peut pas choisir religion ou philosophie, les deux doivent s'épauler mutuellement. Donc là, c'est extrêmement révolutionnaire pour l'époque. Ou pendant tout le Moyen-Âge, c'était la religion et la philosophie étaient devenues servantes de la religion, rappelez. Et puis, les humanistes, on dit de la Renaissance, ils veulent réhabiliter la philosophie, et c'est pas que la religion est toujours présente, mais elle est quand même en second plan, ou en tout cas, c'est une religiosité beaucoup plus ouverte. Que la simple religion catholique. Donc, religion et raison. Alors, voilà, un petit peu plus loin. Car ils définissent la vertu comme une vie conforme à la nature. Alors là c'est vraiment le côté stoïcien pur. La vertu comme une vie conforme à la nature, vivre conformément à la nature ou vivre conformément à sa nature, c'est le précepte stoïcien. Dieu nous y ayant destinés, évidemment. Depuis le stoïcien, il y a eu la révélation chrétienne et donc cette vision de Dieu nous ayant destinés à cette vie conforme à la nature. Celui-là vit conformément à la nature qui obéit à la raison lorsqu'elle lui conseille de désirer certaines choses et d'en éviter d'autres. La nature d'abord remplit les mortels d'un grand amour, d'une ardente vénération pour la majesté divine à laquelle nous devons, et notre être lui-même, et la possibilité d'atteindre au bonheur. Elle nous incite ensuite à mener une vie aussi exempte de tourments, aussi pleine de joie que possible, et à aider tous les autres en vertu de la solidarité qui nous lie à en obtenir autant. Là, il y a la notion de solidarité qui est clé chez les stoïciens. On est tous membres d'un grand être organique et tous les composants sont solidaires les uns des autres. En effet, le plus sombre, le plus austère zélateur de la vertu, le plus farouche ennemi du plaisir, tout en te recommandant les travaux, les veilles et les macérations, ne manque jamais de t'ordonner en même temps d'alléger de tout ton pouvoir les privations et les ennuis des autres, et il estime louable au nom de l'humanité l'aide et la consolation apportées par l'homme à l'homme. Si l'humanité, cette vertu qui est plus que tout autre naturel à l'homme, c'est la notion très romaine d'humanitas. Cette humanité d'origine divine, cette humanitas qui fait la dignité de l'homme. Là, Pic de la Mirandole, de la dignité de l'homme. Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? C'est ce sentiment de l'humain, de faire partie de cette humanité. Cette vertu qui est plus que tout autre naturelle à l'homme consiste essentiellement à adoucir les maux des autres, à alléger leurs peines et par là à donner à leur vie plus de joie, c'est-à-dire plus de plaisir. Comment la nature n'inciterait-elle pas aussi tout un chacun à se rendre le même service à lui-même? Donc là, c'est un peu le style d'Erasme, ce souci évangélique
de l'autre, d'aider l'autre, d'être sensible à la misère de l'autre et de vouloir lui apporter le maximum de bienfaits et de se rendre le même service déjà à soi-même. Donc, vous voyez, il y a une relecture de la nature stoïcienne à la lumière de la révélation chrétienne, et surtout évangélique. Hein, là, on est vraiment dans les valeurs christiques. Hein, Donc, rejeter la vanité. Par exemple, il est honteux de chercher la gloire militaire. Donc là, les rois européens, leur perpétuelle guerre d'expansion sont vertement critiqués. Et il dit, Raphaël, il est vrai que les rois doivent devenir philosophes ou les philosophes rois, comme l'avait dit Platon, hein, dans la République. Mais il ne sert à rien de donner des philosophes comme conseillers à des rois qui ne le sont pas. Et bon, ben, mort, il a vécu ça jusqu'au bout, comme Sénèque l'avait vécu avec Néron. Hein. Alors, par rapport à la religion, il croit en Dieu, il croit en l'immortalité de l'âme, et il croit à la vie après la mort. Donc là, c'est pas tout à fait épicurien, hein. Il se détache. Alors, par rapport à la religion, c'est vraiment aussi intéressant. Leur religion, au pluriel, leur religion varie d'une ville à l'autre, et même à l'intérieur d'une même ville. Les uns adorent le soleil, d'autres la lune ou quelques planètes. Donc, vous voyez, il y a des résurgences de croyances très astronomiques, hein, enfin, tout à fait païennes. Quelques-uns vénèrent comme Dieu suprême un homme qui a brillé en son vivant par son courage et par sa gloire. Alors là, je ne sais plus exactement à qui il fait référence. Je regarde la petite note. Il y a une explication. Non, il n'y a pas d'explication. Est-ce que c'est le Christ ? Bouddha ? Le Christ, plus probablement. Courage et la gloire, hein, Christos. Le plus grand nombre, toutefois, et de beaucoup les plus sages, rejettent ces croyances, mais reconnaissent un Dieu unique, inconnu, éternel, incommensurable, impénétrable, inaccessible à la raison humaine, répandu dans notre univers à la manière non d'un corps, mais d'une puissance. Donc, c'est un monothéisme, mais vous voyez, un Dieu unique, inconnu, éternel, incommensurable, impénétrable, c'est vraiment un Dieu très peu personnel, hein, très peu anthropomorphe. Il le nomme Père et rapporte à lui seul les origines, l'accroissement, les progrès, les vicissitudes, le déclin de toutes choses. Il n'accorde d'honneur divin qu'à lui seul. Au reste, malgré la multiplicité de leurs croyances, les autres utopiens tombent du moins d'accord sur l'existence d'un être suprême, créateur et protecteur du monde. Ils l'appellent tous dans la langue du pays Mitra. Mitra, M-Y-T-H-R-A, donc là tout d'un coup, tiens, Mitra. Vous avez fait l'objet d'un culte très puissant, notamment à Rome, hein, culte mitraïque, sans que ce nom ait pour tous la même signification. Vous voyez, il y a une sorte, au niveau philosophique, bon, ben c'est voilà, une sorte de synthèse épicurienne, stoïcienne. Au niveau religieux, bon, il y a aussi une certaine tolérance. Donc avec des cultes tout à fait presque animistes, les puissances de la nature, le soleil, la lune, les éléments, là. Et puis quand même un Dieu unique, et puis ceux-là qui
voilà, vénèrent un être suprême qu'ils appellent Mitra, sans que ce nom d'ailleurs ait pour tous la même signification. Mais quelle que soit la conception qu'ils se font de lui, chacun reconnaît en lui cette essence à la volonté et à la puissance à laquelle tous les peuples, d'un consentement unanime, attribuent la création du monde. Donc c'est une sorte de démiurge, hein, vous voyez, donc c'est pas le Mitra persan, enfin, hein, ou zoroastrien, c'est plutôt vraiment un dieu, un démiurge, un dieu créateur. Alors, ils apprirent de nous le nom, l'enseignement, la vie, les miracles du Christ. Donc, c'est les voyageurs, hein, les missionnaires chrétiens, quelque part. Là, ça fait référence aussi à tout le côté missionnaire et d'évangélisation, hein, de la conquête, ainsi que l'admirable constance de tant de martyrs dont le sang volontairement versé a rangé à sa doctrine tant de peuples dispersés sur la terre. Bon, donc ce qui prouve que vénère comme Dieu suprême un homme qui a brillé en son vivant par son courage et par sa gloire, ça ne doit pas être le Christ. Là, ça reste mystérieux. Il faudrait chercher. Qui est-ce? Ah non, voilà. Ah non, non, je ne crois pas. Alors, il y a aussi un petit peu plus loin quelque chose de très important. Une de leurs lois, et l'une des plus anciennes, interdit de faire tort à personne à cause de sa religion. Donc là, il y a vraiment, au niveau philosophique et religieux, une grande tolérance. Hein. Donc là, avis évidemment aux lettrés à qui ça s'adresse. Sur la Coran, il n'a pas jusqu'au bout de la pensée, parce qu'il dit que les non-croyants, les agnostiques, les athées, sont quand même des citoyens seconde zone. Mais on ne leur fait pas de mal. On les tolère. Mais il ne se met pas sur un pied d'égalité avec ces personnes-là. Dans son raisonnement, il y a oui. quelque part une petite limite qui se fixe. En disant, oui. Dans la compréhension de l'autre. Oui, parce qu'on est à une époque, oui. Lui, il n'est pas aussi théologien qu'Érasme, mais bon, voilà, il est quand même chanoine, enfin disons, lui c'est inenvisageable, pour lui c'est inenvisageable d'envisager un monde sans Dieu, hein, et on va le voir. Alors, autres éléments intéressants, seules les guerres défensives sont permises. Donc on ne fait pas la guerre pour accroître le territoire ou pour attaquer, on fait la guerre si, en dernière instance, si on a besoin de se défendre. Et là, les mercenaires sont vraiment tout à fait méprisés, puisque les mercenaires qui font la guerre pour de l'argent. Alors, les utopiens ne laissent jamais le progrès technique ou matériel pervertir leur âme. Ils tiennent pour primordial les vertus de tolérance et de liberté. Alors, à la fin de l'ouvrage, à la fin du livre second, il rappelle, mort, que ce n'est pas un lieu réel, mais bien un espace imaginaire visant à nous faire réfléchir. Et la fin, ça se termine comme ça. Telle fut la relation de Raphaël, donc il reprend la main à la fin. Bien des choses me revenaient à l'esprit, qui, dans les coutumes et les lois de ce peuple, me semblaient des plus absurdes. C'est ce que disait. Il prend une distance par rapport à son œuvre, dans leur façon de faire la guerre, de concevoir le culte et la religion, dans leur constitution, etc., etc. Bon, cependant, je le voyais fatigué par son long récit, donc voilà, ça se termine là. Espérons. Je lui dis cependant que nous trouverions une autre occasion de réfléchir plus mûrement à ces problèmes et de nous entretenir plus longuement. Donc, ça prévoit presque une suite. Espérons que ce moment arrivera. Entre-temps, sans pouvoir donner mon adhésion à tout ce qu'a dit cet homme, très savant, sans contredit et riche d'une particulière expérience des choses humaines, je reconnais bien volontiers qu'il y a dans la République utopienne bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités.
Je le souhaite plutôt que je ne l'espère. Je le souhaite plutôt que je ne l'espère. Ça se termine comme ça. Et il y a une dernière page. Fin du discours d'après-midi de Raphaël Iclaudet. Donc, vous voyez, c'est Raphaël qui a dit tout ça. Hein, donc, voilà, il y a aussi quand même, il faut être prudent. Ça l'a pas beaucoup aidé, mais bon. Fin du discours d'après-midi de Raphaël Iclaudet sur les lois et institutions de l'île d'Utopie, peu connu jusqu'à présent par le très célèbre et très savant Thomas Morus, citoyen et vice-shérif de la cité de Londres. Là, ça se termine comme ça. Alors, bon, on ne peut pas tout décrire, hein, parce que c'est très très détaillé, hein, sur les lois, les punitions, les sanctions, les lois, les déplacements aussi. Là, il y a un côté évidemment qui nous fait un peu frémir. C'est que quand on se déplace, quand on sort de l'île d'Utopie pour aller dans une autre région, il faut quand même en avertir les autorités. Voilà, donc c'est plein de contradictions, en fait. Ce qu'il faut bien voir, et je crois que voilà, on est dans un autre monde qui n'est pas lissé, qui est quand même en construction, où il y a plein de contradictions. Il y a de la liberté d'un côté, mais quand même très, très réglementé de l'autre. Voilà. Hein, c'est... Et qui gouverne ? Alors là, bon, je ne développe pas trop, mais il y a tout un système de gouvernance avec des gens qui changent d'ailleurs, hein, voilà, qui n'est pas toujours les mêmes, qui sont conseillés par les sages, enfin qui ont des noms tout à fait... Donc tout ça est détaillé. Hein. Mais là, il nous faudrait voilà, une autre conférence pour détailler vraiment, et pour en faire un programme politique, hein, gouvernement. Alors, quelques éléments d'interprétation, j'en ai déjà donné quelques-uns, mais je dirais deux choses. C'est un réquisitoire contre la démesure politique, hein, contre, on appelle parfois l'hubris, hein. C'est encore de nouveau employé aujourd'hui, hein, l'hubris politique, c'est un mot qui est revenu. Parce que ça dit bien ce que ça veut dire, c'est la démesure. Hein. Donc là, c'est une chose contre l'hubris politique. Et puis, c'est un ouvrage qui veut aider l'humanité à sa rédemption. Donc là, il y a vraiment un côté spirituel, religieux. L'humanité est dotée de plein de belles vertus, et de vices aussi qui ont pris le dessus, et il faut qu'elle se rachète. Et cet ouvrage est une sorte de cri d'alarme pour les lettrés, pour ceux qui savent, pour dire attention, l'humanité est en perdition et vous en êtes responsable. Le peuple aussi, mais vous surtout, parce que vous les avez encouragés sur cette pente. Alors, contre l'hubris politique, c'est un procès de la tyrannie. Pour lui, les monarques, les Tudors, les Plantagenets, mais aussi le roi de France, ce sont des tyrans. Parce que, je disais, l'Angleterre, mais bon, les autres pays d'Europe aussi, connaissent la misère. Hein. La misère est immense et donc les vols, les pillages se multiplient. Et ce qui choque énormément Thomas More, ça c'est surtout dans le livre premier, c'est une justice qui se montre impitoyable. C'est-à-dire que la justice est au service des puissants qui sont dans une sorte d'immunité totale. Et par contre, comme je disais, le moindre vol d'un bout de pain est puni de la peine de mort. Hein, et on pendait vraiment à qui mieux. Donc, il dit, ce n'est plus possible. C'est-à-dire, à l'heure où s'amorce le progrès, et notamment le progrès économique avec les débuts de l'industrialisation, ce régime est franchement rétrograde. Il est rétrograde et il provoque et il entretient la misère et le malheur. Donc, c'est un réquisitoire
contre les monarques et tout le système de courtisans et les hommes d'église, qui sont en général à la solde des monarques. Donc, des tyrans qui font souffrir leur peuple. Et il veut montrer à quoi conduit le pouvoir arbitraire, l'appétit insatiable de ces hommes de pouvoir. Donc, ce qu'il explique, c'est que ces puissants, ces rois, ces hommes d'église enlèvent à l'homme sa dignité et son courage. Donc, il va mettre l'accent sur tous les dysfonctionnements et le malaise socio-économique et l'impuissance des hommes d'État devant ces fléaux et le fait même qu'ils mettent carrément de l'huile sur le feu. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est ce qu'a fait Utopus. Avec cette terre d'Abraxa, la terre de folie et d'ignorance, pour apporter, faire une sorte de révolution, pour apporter la sagesse et pour apporter un peu de raison dans tout cela. Donc, en fait, à l'opposé des royaumes déréglés, pervertis du continent européen, l'île d'Utopie manifeste en tout domaine des puissances d'ordre. C'est-à-dire, là c'est un peu caricatural, c'est probablement voulu. Face au dérèglement, à la misère, au malheur, enfin à la perdition de l'humanité, il faut apporter autre chose, il faut apporter de l'ordre. C'est pour ça que tout y est raison, mesure, vous avez vu, même mesure mathématique, affirmation d'équilibre et de contrôle. Alors évidemment, quelques siècles plus tard, où on a connu tout le développement de l'individualisme, et aussi au niveau économique, enfin du capitalisme, et ça, c'est quelque chose qui nous semble aujourd'hui très, très pesant dans la description d'utopie. C'est pour ça que je crois que, et c'est pour ça aussi qu'il a eu un tel succès, ce livre, il faut bien le replacer dans le contexte de la Renaissance, où l'homme individuel, la conscience de l'homme individuel n'est pas là. On le voit bien dans la vision grecque de la cité, de la police. C'est-à-dire, on fait corps avec la cité. Donc, il y a plein de choses, de mesures aujourd'hui qui nous semblent très choquantes, mais qui, pour l'époque, oui, sont salvatrices parce qu'elles permettent de vraiment sortir l'homme d'un certain nombre de vices et de récupérer sa grandeur, sa dignité. Donc, bien sûr, c'est très ordonné, c'est très équilibré, c'était contrôlé. On ne choisit pas ses divertissements, alors que nous choisissons. On regarde tous la même chose, mais on choisit. Mais oui, en relisant ça, je me disais, et nous, 30 millions de Français qui regardent au même moment le même programme de télévision. C'est insupportable, non ? Oui. Ça existe ? Oui, ça existe. Ou la Coupe du Monde de football. 2 milliards d'individus qui regardent au même moment 20 gugus qui courent après un ballon. 22. Merci Richard pour ta précision. Ça, c'est pas un peu bizarre ça ? Donc, je pense que le grand contresens qu'on pourrait faire, c'est de lire l'utopie avec nos yeux nos yeux d'aujourd'hui, du 20e, du 21e siècle. Oui, c'est pour ça qu'il faut le voir. Et c'est ça le paradoxe de l'ouvrage, parce qu'il rentre dans beaucoup de détails. Et en même temps, il veut montrer quelque chose presque pas d'archétypal, mais d'idéal, vers lequel on pourrait tendre. Donc, il veut rendre à l'homme dépravé sa véritable nature. C'est-à-dire que
Et c'est pour ça qu'il remodèle la vie extérieure, les vêtements, l'alimentation, l'absence d'argent, tout ça. Donc, il n'y a pas d'avidité possible. Donc, forcément, l'homme qui n'a plus toutes ces tentations, développe sa vie intérieure. Développe sa vie spirituelle, développe l'art, parce qu'il y a quand même la musique qui est très importante, la notion des mathématiques, et cette idée d'une union avec l'univers, avec le cosmos, qui est quand même très, très bon, parce que même sans être adorateur du soleil et de la lune, il y a quand même cette croyance qui est un peu en fond. Et donc, ça lui permet de décrire tout le corpus des passions humaines. Chez les princes, l'amour de la guerre, de la conquête et de la gloire. Et les peuples là-dedans, enfin, c'est chair à canon, disons, on ne leur demande pas leur avis, et c'est pour la gloire du prince, du roi. La cupidité, l'ambition, l'égoïsme, la ruse. Ça, c'est chez les rois, les princes, chez les ministres et les courtisans, la flatterie, l'hypocrisie, le calcul, le mensonge. Et chez les peuples, la passivité, la peur, l'ignorance et la lâcheté, une servitude quasiment volontaire. Et là, il rejoint vraiment la Boétie, en disant, l'homme aime-t-il réellement la liberté? Ou est-ce que finalement, cet état de demi-soumission, demi-esclavage, demi-servitude, ne lui convient-il pas? Donc, toutes les calamités extérieures, donc politiques, économiques, n'ont d'autre cause que le dérèglement intérieur de la nature humaine. C'est-à-dire, là, c'est pour faire comprendre qu'il y a un dérèglement vraiment intérieur de la nature humaine. Donc ça, c'est assez platonicien, où il y a une analogie entre le dérèglement de la cité et le dérèglement de l'âme. C'est le même diagnostic. C'est en fait, si on laisse croître, comme disait Platon, la jalousie, l'avidité, ça nous amène au désengagement et à la servilité. Il décrivait très bien l'enchaînement. Jalousie, avidité, désengagement, servilité. C'est pour ça qu'il disait que, de toute façon, on allait vers la tyrannie, inexorablement. Mais à partir de quelque chose qui semble anodin au départ, la jalousie. Oh, c'est pas trop grave d'être jaloux, on l'est tous un peu. Et attention, parce que donc c'est les vices de l'âme qui provoquent la décadence et les vices de la société. Donc revenons. Donc là, il y a le message évidemment évangélique, d'amour, de charité, de pauvreté. Ce que le pape François aujourd'hui redit d'une autre manière. Voilà, la simplicité et l'intérêt de l'autre, agir pour l'autre. Bon. Donc c'est vraiment la nature humaine qui l'intéresse, et en cela ils sont très proches avec Érasme. Ils ont soif de rectitude et de pureté. Donc d'être, pas contaminé par le vice, en tout cas le moins possible. Et ils ont une vision optimiste de la création. Ils disent, Dieu a créé le monde, a créé l'homme bon, avec beaucoup de vertus. Simplement, il faut pouvoir développer ces vertus pour combattre les vices. C'est pour ça qu'il y avait ce jeu entre les vices et les vertus. Comment faire gagner en soi la vertu plutôt que le vice. En ayant bien conscience que chacun a une responsabilité dans ce contexte social. Donc, non seulement politique et éthique sont inséparables, mais le redressement politique est pour lui un combat spirituel. C'est-à-dire, il y a un message spirituel dans l'utopie,
qui est très très important. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça que dans un certain nombre d'interprétations, on dit que c'est la matrice marxiste ou d'un Pol Pot ou d'un Mao. Là, je crois qu'il y a un énorme contresens, de mon point de vue. Parce que c'est avant tout une œuvre qui met l'accent sur la nature spirituelle de l'homme. Enfin, après, on veut l'appeler divine, spirituelle, et donc Dieu est bon. Et il lui faut retrouver cette dimension. C'est pour ça que le deuxième volet, me semble-t-il, c'est œuvrer pour la rédemption de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité doit se racheter. Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot, mais il n'y a pas trop de mots pour la rédemption, de se rédimer. Bon, doit retrouver sa dignité et sa nature foncièrement bonne. Et là, oui, tous les hommes sont égaux. Là, oui, parce que chacun a la même parcelle de bonté, de vertu, d'honneur, de courage, de gloire, de dignité, quoi. À la Renaissance, ce concept de dignité, il est hyper important. Retrouver la dignité de l'homme, sa grandeur, donc une grandeur perdue. C'est la même chose dans l'éloge de la folie d'Erasme, où il y a, on a parlé d'un humanisme évangélique. Donc en fait, toutes les mesures prises, les règles, les lois, l'organisation, et même le côté économique, politique, tout est soumis, enfin sont des outils en fait, en vue d'une rédemption spirituelle de l'humanité. Donc plutôt que de redouter l'apocalypse, il s'agit d'œuvrer pour que cette humanité retrouve, comme on dit, le droit chemin. Donc, et c'est ça qui est, c'est à la fois très riche, très complexe, très, très contradictoire, parce que il y a cette visée spirituelle et en même temps, il va être dans des données très très concrètes. De nous décrire vraiment par le menu l'organisation d'une journée, de la gouvernance. Oui, et c'est inspiré, oui, bien sûr, c'est inspiré des systèmes monastiques qui normalement étaient conçus pour sauvegarder une certaine fidélité, sagesse au message évangélique. Il s'agit de restaurer, il dit aussi dans un autre ouvrage, la justice de Dieu. Donc, là aussi, on pourrait dire que l'île d'Utopie, c'est la cité sainte de saint Augustin. La cité de Dieu, vous savez, qui s'oppose à la cité terrestre. Avec une... Évidemment, oui, la Jérusalem céleste, c'est une sorte de dichotomie qui était montrée entre la cité terrestre qui était devenue une terre de déraison, d'excès, de débauche et de corruption, à la cité divine, qui elle aussi, chez saint Augustin, mesurait tant de mètres, enfin, était aussi avec des nombres très précis. Donc, si le bien commun, là c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté visionnaire, si le bien commun est la finalité essentielle du politique, c'est parce que l'impératif du bien commun condamne les privilèges que l'individualisme est en train de développer. C'est-à-dire que là, on est dans une période charnière de la société, avec le début de la révolution industrielle. Avec cette révolution industrielle qui est quand même promue en grande partie dans les pays d'Europe par les protestants,
par ceux qui n'ont pas trop de problèmes avec la finance, hein, parce qu'ils voient l'argent d'une autre manière, et qui va exacerber l'ambition des grands capitaines d'industrie. Je ne cite personne. Tout ça est très actuel encore. C'est-à-dire cette démesure. Cette démesure de ce capitalisme primitif, hein, qui était encore plus évidemment écrasant que ce qu'il n'est aujourd'hui. Ça prend d'autres formes. Et donc il sent ça. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu visionnaire, hein, chez More, en disant oh là, on voit déjà les ravages quand les campagnes se vident et de faire tous ces chômeurs. Il ne faut pas que cet individualisme se développe encore plus. Donc cette utopie, qui, je répète, est écrite en latin, s'adresse aux lettrés, et c'est une mise en garde solennelle qu'il fait aux lettrés pour qu'ensuite ils puissent prendre conscience et revoir un peu leur éducation. Une humanité qui s'est écartée du chemin montré par le Créateur. Donc, comme il dit, je le souhaite, je l'espère pas. C'est-à-dire il est déjà un petit peu désabusé. Mais il dit, l'humanité ne retrouvera le droit chemin que par la justice et l'amour fraternel. Donc, et comme il le dit, enfin c'est lui-même qui le dit, c'est un livre de sagesse. Hein, l'éloge de la folie, l'éloge de la sagesse, un livre de sagesse, un véritable livre d'or qu'il offre à ses contemporains. Donc, c'est une réflexion à continuer. Enfin, et je sais si elle a été continuée, mais je pense aussi avec pas mal de contresens, hein, sur le texte. Et je reviendrai simplement à cette forme de l'île, hein, parce que ça, vraiment, personne ne l'obligeait à lui donner la forme d'un croissant de lune. Hein, c'est particulier quand même, hein, une île en forme de croissant de lune. Montrer qu'il y a peut-être une possible renaissance. Donc, bon, même si aujourd'hui, c'est vrai, on réhabilite le Moyen-Âge en disant que c'est une période aussi de lumière, hein, qu'il n'y a pas que les ténèbres, que de l'obscurantisme au Moyen-Âge, il y a aussi des grandes lumières, comme il va y avoir beaucoup d'ombre à la Renaissance. Parce qu'on le voit là, hein, quand même, les guerres de religion, les guerres européennes, tout ça, c'est sanglant. Il y a cette libération d'un extraordinaire quand même bouillonnement intellectuel, mais d'un grand espoir que l'humanité pourrait vivre plus heureuse. Il y a une petite ouverture, il y a une petite brèche là, hein, à la Renaissance, où, voyant quand même cette misère, et la sortie, c'est ça aussi qui est pas... C'est subtil, parce que c'est la sortie du système féodal. Donc on pourrait dire super. Et de mettre toute la cause de la misère sur le système féodal. Mais en fait, ce système féodal était un système aussi où les gens se sentaient protégés. Oui. Il y avait le système de vassalité, bon, on était serfs, mais en échange, c'est ça la féodalité, en échange, on est protégé. Là, il n'y a plus de protection. On est livré, voilà, dans les campagnes, on ne peut plus survivre, donc on va à la ville. À la ville, on est... c'est du Zola, mais à la puissance 10, quoi, ce qui se passe en Angleterre. Et donc, il met, vous voyez, il voit qu'est-ce que ça va peut-être donner, le développement de ce capitalisme outrancier. Et que peut-être certains vont regretter le système féodal. Est-ce qu'il fait allusion à la richesse des églises? Oui, bien sûr. À la corruption, surtout. À la corruption. À l'avidité, évidemment aussi, de tous ces hommes d'église qui prônent la pauvreté, la charité, et qui... sont même pas croyants.
et qui sont richissimes, oui, bien sûr. Il y avait... Tu peux nous dire un peu mot sur les esclaves? Qui sont... Ah oui, les esclaves. Alors, les esclaves, je ne sais plus exactement, ce sont ceux qui ont commis des délits. Les prisonniers de guerre aussi. Et les prisonniers de guerre, quand il y a des guerres défensives, et ceux qui ont commis des délits, mais des délits graves. Donc eux, ils sont considérés esclaves, donc on les identifie, hein, justement par cet anneau, enfin il y a des signes distinctifs, mais alors après je ne sais plus dans le détail qui sont les maîtres, oui, il faudrait, je ne sais pas si tu te rappelles de... Là, ils font les plus basses besognes, ils travaillent jour et nuit, ils sont en dehors de la... Oui, c'est ça. C'est l'enfer. Voilà. Eux, ils ne travaillent pas 6 heures, hein, ils travaillent plus. Mais il y en a, enfin, c'est pas pour défendre, mais il y en a peu. C'est une sanction. Il y en a peu. C'est une sanction. Respect des règles de vie commune, en fait. C'est ça. La punition, et qu'on s'inflige soi-même en ne respectant pas. Et après, je crois qu'il y a quand même un système où la période... Possibilité de rédemption, de libération. Voilà, possibilité, c'est comme chez les antiques, il y a possibilité de s'affranchir et de redevenir libre. Citoyen. Ouais. Alors c'est pour ça, il y en a qui font des gorges chaudes de ça en disant, bon ben mort, humaniste de la Renaissance qui est un esclavagiste. Ok. Il invente la discrimination positive aussi. Il dit qu'on peut faire des statuts aux gens qui ont un bon comportement. Ah oui. C'est De les... Ouais. Je ne sais pas si on peut appeler ça la discrimination, mais de reconnaître ceux qui ont un comportement. Alors évidemment, voilà, on sait ce que ça a donné avec le stakhanovisme et tout ça, et toutes les déviations possibles. Mais... Je voudrais savoir sur l'île, par rapport quels sont les métiers exercés et comment les utopiens, enfin, ont-ils la possibilité de les choisir, oui ou non? Alors les métiers, c'est essentiellement agriculteurs, hein, pour produire la nourriture, et après les métiers de base. C'est-à-dire pour confectionner les tenues, les chaussures, cordonniers, enfin, c'est les métiers vraiment de base pour permettre à la société de vivre, donc soit de s'alimenter, soit de se vêtir, de se protéger, le bâtiment, des choses comme ça. Oui, ils le choisissent. Ils le choisissent. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés puisqu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ils font de la poterie juste Et on se cultive. Avec quoi? Mais je l'ai dit, il y a des cours de philosophie, des cours de religion, des cours sur l'art, la musique. D'un discours marxiste, Jacqueline. Alors, c'est sûr que ça a été la principale interprétation. Replacer-le dans le contexte de la Renaissance. Pour qui? Non, mais bon, ça m'est égal. Mais imaginez que si les gens du peuple avaient pu le lire, ils auraient considéré probablement cette île comme une île du bonheur absolu. Il y a un palier de nombre. Du bonheur absolu. Oui, c'est toujours cette idée disons, d'un petit nombre. Ça, c'est toujours... Les enfants, ils participent. Non, il n'en parle pas. Non, il n'y a pas d'eugénisme non plus. Voilà, c'est dommage, hein, mais zut alors.